What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode d'Hollywood's Bull, nous allons nous intéresser à la carrière de John Carpenter, aujourd'hui considéré comme un maître de l'horreur et du fantastique, et plus largement comme un cinéaste américain majeur de la deuxième moitié du XXe siècle. Si le cas de Carpenter est pertinent dans le cadre de ce podcast, c'est parce qu'il fait partie des réalisateurs ayant fait leurs armes et leurs premiers succès dans la série B, pour accéder par la suite à des budgets plus conséquents, pour des projets plus ambitieux. Mais plus d'argent et plus d'exposition médiatique ne signifie pas forcément plus de succès, de gloire et de pouvoir à Hollywood, et Big John est bien placé pour le savoir. New York, 1997. The entire city is a walled maximum security prison. The bridges are mined. The rivers are patrolled. And the United States Police Force has everything under control. I'm going in. John Carpenter's Escape from New York, the high adventure of the future. Si John Carpenter s'est installé à Los Angeles à l'âge de 20 ans, et s'il a toujours affirmé une passion pour les productions hollywoodiennes de Howard Hawks et Alfred Hitchcock, on ne peut pas dire qu'il est entré dans l'industrie du cinéma par la grande porte pour tracer une filmographie dans l'héritage direct de ses glorieux modèles. Il dispose d'à peine $60 000 pour peaufiner son film de fin d'études Dark Star, qui connaîtra une sortie en salle confidentielle en 1974. Pour Assaut, sorti 2 ans plus tard, il obtiendra $100 000. Et pour Halloween, sorti en 1978, l'enveloppe budgétaire monte à $300 000. Des conditions au sein du cinéma d'exploitation qui demandent de la part du jeune réalisateur un sens de la débrouillardise, où il s'agit par exemple de tourner dans les couloirs de son université pour Dark Star, de circonscrire l'action au décor d'un commissariat de police pour Assaut, et de rapporter l'horreur à un schéma basique de slasher pour Halloween, avec une figure maléfique épurée, tendant même vers une forme d'abstraction. Des contraintes matérielles avec lesquelles Carpenter sait composer, car il aime avant tout les récits efficaces, sans bout de gras ni fioritures superficielles, qui lui permettent ainsi de prouver qu'il n'a pas besoin d'images surchargées et tape à l'œil pour imposer son sens du cinémascope magistral. Halloween rapportera plus de $70 millions dans le monde, soit plus de 200 fois son budget, et ce succès phénoménal permettra à Carpenter d'enchaîner avec un autre film d'horreur, Fog, ayant le droit cette fois-ci à un budget de $1 million. Et le prodige continue de gravir les échelons des catégories budgétaires en signant en 1981 New York 1997, un film d'action entremêlant les genres du western et du film post-apocalyptique, bénéficiant d'une enveloppe de $6 millions. Cette fois-ci, Carpenter profite de ses moyens financiers pour développer un récit plus foisonnant, plus riche en péripéties et en séquences spectaculaires, au point qu'une partie du public, aux États-Unis comme en France, vivra la sortie du film porté par un distributeur indépendant comme celle d'un blockbuster. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. Après les succès d'Halloween, New York 1997 et du téléfilm Le roman d'Elvis, Carpenter attire l'attention des majors et Universal Pictures sera la première d'entre elles à confier un budget conséquent de $15 millions au réalisateur après avoir envisagé John Landis et Tobe Hooper, 2 autres trentenaires considérés alors comme le sang neuf du cinéma de genre. Si en 1982, ce budget n'est pas tout à fait celui d'un blockbuster, il est tout de même inhabituel pour un film d'horreur, dans lequel Carpenter va insuffler une radicalité tant sur le plan dramaturgique qu'esthétique. L'enjeu pour le cinéaste est alors de composer avec de nouvelles équipes, d'élargir le cercle de ses fidèles collaborateurs, Rob Bottin, Dean Cundey ou Larry Franco, des jeunes talents venus du cinéma d'exploitation qui se retrouvent ainsi à collaborer avec John G. Lloyd, un décorateur officiant depuis 30 ans au sein des grands studios, qui obtiendra de Universal des plateaux de tournage entièrement réfrigérés pour retranscrire le froid mortel de l'Antarctique. Si The Thing est aujourd'hui considéré comme un classique aux effets spéciaux révolutionnaires et à la tension menée à son paroxysme, le public des années 80 passe à côté du chef-d'œuvre et les critiques considèrent ses audaces graphiques comme de la pornographie horrifique.
De l'avis de Carpenter lui-même, si The Thing avait été un succès, la suite de sa carrière aurait été totalement différente. Il aurait peut-être atteint le rang d'un Steven Spielberg, autant aux yeux du public qu'à ceux des décideurs d'Hollywood. Get ready. Someone is coming. Someone like no one she has ever known before. Can you clone a living organism from the hair of a dead man? We're hypothesizing a technology that's probably 100,000 years ahead of it. He has powers we cannot imagine, and the face and touch of the man she loved. L'échec de The Thing ne va pas pour autant couper les jarrets à John Carpenter. Le trentenaire a encore suffisamment de sève pour surmonter cette mauvaise passe et enchaîne 2 films en 2 ans pour se forger immédiatement une nouvelle image auprès des producteurs. Parmi eux, Big John peut compter sur Richard Kobritz, avec lequel il avait travaillé sur le téléfilm Meurtre au 43e étage et qui vient d'acquérir les droits d'adaptation du roman Christine, signé par un autre maître de l'horreur, le génial Stephen King. Racontant la relation toxique entre un adolescent et une voiture maléfique, Christine est un nouveau coup de maître pour Carpenter, débarquant sur les écrans en décembre 1983, soit moins d'1 an et demi après The Thing, et cette fois-ci, le succès commercial est au rendez-vous pour Columbia Pictures. S'il n'a pas pu conjurer son dernier échec avec un projet aussi cher et ambitieux que The Thing, le cinéaste a réussi à rebondir rapidement avec l'un des tournages les plus agréables de sa carrière. Cependant, Christine est à l'instar de The Thing un film d'horreur, et Carpenter, qui à cette époque a déjà officié dans le western urbain, le post-nuke et le thriller hitchcockien, ne veut pas se retrouver enfermé dans un genre, et enchaîne avec une autre production Columbia, affichant un solide budget de 24 millions de dollars. Starman est une histoire d'amour, aussi étrange que bouleversante, entre une terrienne et un extraterrestre, ayant revêtu l'apparence de son défunt mari. Carpenter a clairement considéré ce projet poétique et romantique comme l'anti-The Thing, lui permettant de se racheter une image auprès des majors. Et si le score de Starman au box-office n'est pas mirobolant, les critiques positives et la nomination de Jeff Bridges pour l'Oscar du meilleur acteur apportent au film l'aura dont il a besoin. There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery. What's going on here? Is this some kind of magic? The darkest magic. They call it Little China. Finally, we shall bring order out of chaos. It's where Big Trouble was waiting for Jack Burton. Who? Jack Burton. Me. En 1986, c'est au tour de la 20th Century Fox d'accorder sa confiance à John Carpenter en lui proposant de porter à l'écran un scénario signé W.D. Richter, qui 2 ans plus tôt venait de réaliser pour la Major les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension. À l'instar de sa première réalisation, Richter conçoit les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin comme une comédie d'aventure généreuse et bigarrée, distillant un concentré de références de la pop culture asiatique. Carpenter a pleinement conscience de la teneur du projet, faisant du protagoniste américain un pseudo-héros sympathique mais ridicule, et pourtant la Fox met à sa disposition 25 millions de dollars, attendant du cinéaste qu'il leur délivre un succès d'année d'Indiana Jones calibré pour être le blockbuster estival. Et ce qui devait arriver arriva, les producteurs renièrent le film au moment du montage et de la post-production, le condamnant à une promotion restreinte au moment de sa sortie, alors qu'il avait le potentiel pour être un des divertissements phares des années 80 grâce à son parfait mélange d'action, d'humour et d'effets spéciaux. Dégoûté par l'attitude des pontes de la Fox, Carpenter enchaînera l'année suivante avec Prince des Ténèbres, une production indépendante d'à peine 3 millions de dollars, où l'apocalypse en approche peut être clairement vue comme l'expression de la noirceur qui a envahi l'esprit du cinéaste. Et dans la foulée de Prince des Ténèbres, il enchaîne avec une autre série B dans la même catégorie budgétaire, Invasion Los Angeles, dépeignant la société capitaliste comme un monde d'aliénés et d'esclaves inconscients et les hommes de pouvoir comme des extraterrestres dissimulés. It all started on a Tuesday in March. If George hadn't introduced me to Alice... Let's not do anything cheap and meaningless. Okay, what do I owe you? And she hadn't been so spectacular, maybe I wouldn't have gotten so loaded that night. 10 minutes. It'll be as good as new. And none of this would have happened. Something's happened to the Magnascopics facility in Santa Mira. Next thing I knew, I went from high profile to no profile. Si à la fin des années 80, on pouvait croire que Carpenter avait définitivement regagné les latitudes de la série B pour se garantir une liberté, il déjoue finalement les pronostics en 1992 en acceptant le projet Les Aventures d'un homme invisible, traînant dans les cartons de Warner Bros. Depuis l'abandon d'Ivan Reitman. Big John accepte de piloter cette comédie de 40 millions de dollars, taillée pour
la star Chevy Chase, voyant dans son script un potentiel cocktail du suspense, de la mort aux trousses et de la tendresse de Starman. Mais Chevy Chase, plus odieux que jamais, mènera la vie impossible au réalisateur sur le tournage, et le film sera un nouvel échec pour le réalisateur, car à force d'enchaîner les comédies poussives, Chase a perdu les faveurs du public américain. Carpenter va une fois de plus se ressourcer et se retrouver grâce à de plus petites productions, L'Antre de la Folie et Le Village des Damnés, avant de succomber une dernière fois aux sirènes du blockbuster en 1996. Après Universal, Columbia, Fox et Warner, c'est au tour de Paramount Pictures de financer un projet de John Carpenter qui retrouve ainsi son ex-compagne et productrice Debra Hill et son complice Kurt Russell. Résidant tous trois à Los Angeles, ils souhaitent appliquer à la métropole californienne le même traitement post-apocalyptique que New York 1997 et élaborent ainsi le sequel Los Angeles 2013, dans lequel le badass Snake Plissken surfe sur une vague déferlante en compagnie d'un vieux hippie, erre dans les vestiges des studios Universal et se retrouve aux prises d'une secte accro à la chirurgie esthétique. Si 15 ans après sa sortie, New York 1997 était devenu un classique du cinéma d'exploitation, l'enjeu était tout autre pour Los Angeles 2013 et son budget de 50 millions de dollars, car sa place n'est pas dans les cinémas de quartier des années 80, mais dans les multiplex des années 90, où il se confronte malheureusement à la concurrence des blockbusters bourrés d'effets spéciaux tels que Rock, Twister ou Independence Day, sortis eux aussi durant l'été 1996. Your rules are really beginning to annoy me. We ran a psycho profile on him using a database of 5 million sociopathic personalities. He hit the bottom of the curve. Catches on quick, doesn't she? This town loves a winner. They say we play a little Bangkok rules. Nobody draws until this hits the ground. You ready? Les expériences malheureuses de John Carpenter avec les majors sont cause de regret pour une partie de ses fans, théorisant sur la carrière que le maestro aurait pu avoir dans le meilleur des mondes possible. Pour chasser ces regrets, il est bon de se rappeler deux vérités. La première est hélas la santé fragile de Big John, qui au-delà des contraintes liées à ses relations avec les majors, l'aurait sans doute contraint de toute façon, sinon à mettre un terme prématuré à sa carrière, en tout cas à privilégier des productions moins éprouvantes que des blockbusters pour la dernière partie de sa carrière. Deuxièmement, une carrière sans fausses notes et un pouvoir acquis dès le début des années 80 aurait peut-être installé définitivement Carpenter dans la catégorie des blockbusters, où il aurait peut-être progressivement perdu sa créativité et son mordant, à l'instar de Tim Burton, dont nous avons étudié le cas dans un précédent épisode d'Hollywood's Bull. Nous aurions sans doute été privés d'œuvres singulières et puissantes comme Christine, Invasion Los Angeles ou L'Antre de la Folie, alors que c'est justement ça qui fait la particularité et la richesse de sa filmographie. Ces variations entre petits et gros budgets, entre série B percutantes et recherche d'un plus large public, tentatives plus ou moins fructueuses, mais toujours intéressantes. Malgré ces déconvenues, Carpenter aura bénéficié d'un contexte et d'une époque où les majors étaient prêts à miser sur l'énergie et la folie créatrice des jeunes réalisateurs venus du cinéma d'exploitation, comme ce fut le cas pour Peter Jackson, Sam Raimi, Guillermo del Toro ou James Cameron. Aujourd'hui encore, Hollywood va puiser dans le vivier du cinéma de genre, mais si on prend les exemples d'un James Wan, engagé pour un Fast and Furious ou un Aquaman, d'Andrés Muschietti pour The Flash, ou Ben Wheatley pour En eau très trouble, on peut légitimement se demander s'ils disposent de la même marge de manœuvre que leurs aînés pour apposer leur empreinte personnelle sur les blockbusters actuels. You push that button. Everything we've accomplished for the past 500 years will be finished. Our technology, our way of life, our entire history. We'll have to start all over again. For God's sakes, don't do it, Snake! The name's Plissken. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!